c'est important parce que c'est ce qui va lui permettre de déterminer genre s'il passe 2 fois le fichier d'input, est-ce que le binaire va réagir de la même façon? Donc par exemple tout ce qui va être les opérateurs random, etc. Bah pas une très bonne pour par exemple les opérateurs date typiquement qui vont te ressortir à chaque fois une valeur différente. Bah c'est pas très bon pour AFL parce qu'il va pas comprendre pourquoi c'est différent à chaque fois. Donc fast forward de cette super fuzzing. Désolé, je vais kill l'écran. Oh no. Tout à fait. On peut juste aller regarder donc dans Default Queue. On peut regarder par exemple les inputs qui ont été générés. Je vais peut-être dézoomer un peu. Je vais peut-être dézoomer un petit peu pour moi parce que là je ne vois plus rien. C'est assez là? Au moins pour que ce soit en Ouais, one line. ça va. Ça va. Et on dit ça va et là il y a les pauvres gens qui sont sur leur téléphone. Ça va rien du tout. La dernière fois j'étais dans le train et j'ai vu un mec faire du route me sur son téléphone. Je me suis dit mec tu t'aides vraiment pas là. Ouah, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Je crois que c'était Pygel. Ouah, Putain, pour les t'as copier, bien le regardé PO. quand même le téléphone. Donc les fichiers vont ressembler à ça en vrai. Donc c'est en général il va répéter des opérateurs un peu en boucle jusqu'à trouver des trucs différents. Il y en a beaucoup et à chaque fois il va trouver des coverages un peu différents. Donc c'est là où tu vois que ça avance entre guillemets. Et donc fast forward quand il trouve des crashs. Il y en a pas trouvé là. Ça me fait beaucoup rire le round. Oui, bah en fait, parfois il répète juste le même opérateur, je comprends pas quand il trouve plus de coverage, etc. Mais bon, c'est AFL, parfois faut laisser la logique se faire. C'est du Daft Punk. Et donc, après un petit moment, j'étais tombé donc sur ces 2 crashs là. Et on va peut-être vous montrer le deuxième aussi. Plutôt standard, plutôt intéressant. Donc là, pourquoi ça m'a intéressé? Parce que, pour une fois, il y a peu de trucs à comprendre. Il y a genre 2 opérateurs au total, filtre et close file. Donc là, il n'y a pas besoin de lire trop de doc, c'est intéressant. Et on peut commencer à aller travailler directement dans GDB. Si on passe. Voilà, transition. Attends. Je veux bien qu'il y ait GDB, mais au moins montre. T'as quoi? T'as un GDB plus spawn tool. Comment est-ce que t'as juste dit GDB et ton programme et ensuite un set args? Parce que GDB, quand on est familier avec, ok, mais il y a plein de gens qui découvrent. Allons-y tranquille. Alors, on reprend GoScript, on reprend les sources. Donc GoScript 10.01.0, c'est la dernière version vulnérable. On décompresse les sources, on renomme le dossier parce que voilà. Donc là je l'ai compilé avec les symboles, donc ça veut dire les symboles de debug, c'est juste pour faciliter tout ce qui va être le debug après. On va pouvoir avoir les noms de fonctions et les paramètres passés aux fonctions, plutôt sympa, surtout quand on veut faire ça. Et il va générer donc le fichier, là je compile directement en mode binaire, pas la version GoScript a une version de debug qui lui permet, tu peux passer des switches et il va printer plus d'informations pour uniquement du debug, c'est beaucoup plus lent. Les allocations mémoire sont beaucoup plus sont monstrueuses, donc c'est pas vraiment production ready. Mais il y a juste la version avec les symboles dans le binaire qui permettent de faire du debugging efficace. Et tout à l'heure, je montrerai peut-être la version debug avec la switch intéressante. Et donc, si on passe à la version binaire, on va juste commencer. Donc GoScript, comme on l'a fait tout à l'heure, ça part comme ça. Donc si on lui passe on peut même faire mieux que ça. J'ai une question ultra relou. Vas-y. Quand tu lances GoScript, là, il fait des choses avec les filtres et il crash. Quand j'ai commencé à jouer avec ton exploit, à chaque fois, il m'ouvrait la partie visualisation de GoScript. Donc dès que j'ai lancé un truc, oui. Parce que là, je suis juste en shell only. Ah oui, j'avoue, j'aurais pu faire un export nos front-end ou un truc comme ça. C'est ça. Ah là là, je suis con. Parce que du coup, c'était infernal, tu sais, tu débugs et paf, tu perds le focus de ta fenêtre. Ah, vas-y, je le ferme. Et vu que tu le lances littéralement 10 fois par minute, c'était particulièrement chiant. Et donc, si on copie-colle le fichier de crash directement dans GoScript, comme ça, on espère que ça crash. Ça crash. Segmentation fault. Donc là, il y a eu une petite erreur de mémoire où forcément il a essayé d'atteindre une mémoire qui n'était pas initialisée ou de lire, d'écrire ou juste d'exécuter une mémoire pas initialisée et donc initialisée. Et donc là, on a bien un crash et donc là, c'est la partie où on commence à s'amuser. Let's go. Et donc là, on lance notre débugger préféré. Hop. Et on regarde pourquoi ça a craché. Donc on recode, on recopie-colle. Et là, plutôt intéressant,
Donc là, on a un call à un keyword. Alors là, il faut pas vraiment connaître l'assembleur. Ça, au bout d'un moment, on repère juste les patterns. Ça, c'est juste un appel à des pointeurs de fonction en gros. Et donc là, dans le code qu'on a ici, parce qu'on a compilé avec le debug, c'est plutôt sympa, on voit qu'il appelle le proc process. Et donc on peut juste ensuite afficher qu'est-ce que c'est que current. Après, faut pas hésiter aussi à utiliser les nouvelles techno. Hein. Maintenant que ChatGPT a été train à balle sur de l'assembleur, juste dire donne-moi dans les grandes lignes ce que ça fait, ou en tout cas lis-moi, genre transforme-moi cet assembleur en français, comme ça t'apprends à le lire petit à petit. C'est vrai. Bah, je n'ai pas grandi avec ChatGPT, moi. J'ai fait ça avec, à l'ancienne sur RootMe, et en vrai, c'est surtout là où RootMe m'a servi, à la limite, pour toutes les techniques d'exploitation de la heap un peu obscure, où tu utilises des pointeurs de la heap pour rediriger le contrôle d'exécution, etc. C'est pas. Je sais pas si ça se trouve souvent dans la vraie vie. Tu pourras peut-être me dire, toi qui travailles là-dedans. Wow. Mais ça m'a permis d'au moins lire l'assembleur dans les grandes lignes de l'assembleur pour comprendre un peu comment ça marchait. Après là on a le code source, donc c'est pas du reverse non plus, hein, mais le code source de GhostScript c'est un peu l'enfer en vrai. Pour rebondir sur ce que tu as dit, DF, en gros, je pense que dans les CTF, il y a très peu de code, mais du coup, il faut bien penser les techniques propres à un allocateur ou un truc comme ça, alors que dans la vraie vie, tu as des gros programmes complexes, et du coup, tu peux directement abuser du programme en lui-même pour aller péter des pointeurs comme ça, pour aller écrire où tu veux, dire où tu veux. Mais c'est ça, c'est exactement comme, ça. comme ce que tu fais ici, quoi. Ouais, tout à fait. Je double rebondis. Il y a aussi, je m'étais poncé tout Project Zero il y a 2 ans de ça. Et du coup, c'est de la vie réelle. En tout cas, les réels, c'est les monstres un peu du Project Zero, mais ça reste les vies réelles. Et les techniques qui ressortent le plus souvent, c'est d'aller essayer de taper du heap pour corrompre l'objet juste avant ou juste après, pour arriver à corrompre les on va dire, t'as souvent de la metadata, puis de la data, essayer d'aller niquer la box qui gère la size des objets d'avant ou d'après, et ça, que ce soit du flash, du Android, de la pile Bluetooth, de la pile IP, du flash, du tout. Genre vraiment, c'est la technique ultime où à chaque fois ils te font groom, corrompre un header, essayer d'avoir une taille illimitée pour un tableau, avoir un read et un write arbitraire un peu partout autour, et ensuite egg hunting, pointeur de fonction, rôle. Ouais, ça, c'est tout un set de techniques que que tu vois pas forcément en CTF et que t'as pas l'occasion de pratiquer. Mais typiquement, genre du heap spraying, qui est en fait le fait de essayer de stabiliser en fait l'état du tas pour en contrôler en gros l'ordre des allocations, puisque dans une application complexe ça va être un peu le bordel partout, mais si tu veux stabiliser pour que ton exploit soit reliable, du coup tu vas utiliser certaines techniques comme le spraying, etc., grooming, ce que tu veux, et ça on voit pas forcément ça en CTF, donc c'est un autre domaine très intéressant je trouve, sur les target rails quoi. Il y a Charles Folk qui avait fait une dinguerie comme ça, qui a présenté à Greualp et peut-être un truc avant. C'était avec les routeurs là sur sa red team. C'est pas sur le routeur auquel je pensais, c'est celui où juste t'as sur un miner un petit truc d'autante, MySQL avec off by one, sauf qu'il va groomer avant le heap avec juste du get, du post, mettant des structures, un bout de serialize ou je sais plus quoi, et il arrive à juste avec des requêtes arriver à faire un remote groom comme ça là. C'est c'est fou ça, non, très fort. Ouais, c'est clair. Et même cette année à Grok sur PHP, quoi. Enfin, trop fort. C'était celui-là dont je parlais. Ah, c'était celui-là? Celui-là où il la faisait avec juste des paramètres en get ou en array qui allait avoir des tailles différentes. Non, il me semble que c'était celui-là, ouais. Pour moi, c'était celui-là, le add miner qui corrompt avec juste un off-by et quelque chose, plus le grooming en amont. Non, t'as raison. Non, je me suis embrouillé. Non, mais ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est hyper lourd, franchement. Clair. Oh là. J'arrivais plus à retourner mon sel. Et je sais plus où on était. Et donc pour en revenir à ça, ouais, c'est juste qu'on a réussi à corrompre donc la structure current, donc qui est une structure de stream. Et on voit qu'il y a des petits... Ça, c'est pas censé être là normalement. Et si on prend le deuxième crash, parce que c'est comme ça que je l'ai un peu debug, c'est que j'ai pris les deux crashs d'un coup. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'était intéressant. On refait. Là, c'est censé crash encore. Et là, donc là, on est dans la lipsée, et on voit qu'il y a un même move qui s'est un peu mal passé.
et c'était dans C, CF, process, etc. Donc après, c'est un peu comme ça que j'ai des bugs. Alors là, encore une fois, grande question, est-ce que les vrais font comme ça? Je ne sais pas. Moi, tout ce que j'ai trouvé, c'était ignore 1, tu l'ignores pour genre 50 000 fois, tu relances. Hop là. C'est vraiment l'équivalent du slip 10 pour la QA, quoi. Et ensuite, tu fais IB et tu regardes combien de fois ça a été atteint. 64 fois. Donc tu peux juste ignore 1, 63 et tu relances. Et là, normalement, t'es censé arriver juste avant ou juste après, je sais pas pourquoi. Ok. Attends, quand t'as ignore, il n'y a pas C'est eu la de lettre crash. après. Ah si, il a crash ou ignore. Donc là, je l'ai. Ah oui, ok, tu tu peu dis. après. Ok. Ah oui, c'est pas con pour avoir ton compteur. Et ouais, c'est ça. Et là, t'as le compteur et tu peux continuer. Et donc là, il faut. En fait, faut le faire juste avant. Ah, petit problème de ma part. On va remonter. Faut aller à l'instruction juste avant qui va être le même move, j'imagine. Ah, Le ok, même ok. copie qui. On peut juste dire ça en fait, je suis un peu bête. En gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas atteindre un breakpoint n fois, et en gros, tu vas faire en sorte de l'ignorer n-1 fois pour avoir Ouais, c'est ça, pour attendre. le code juste avant le crash, quoi. C'est ça, et pour pouvoir Ok. voir au moins les arguments qui sont passés, quoi. Ouais. Donc encore une fois, je ne Carrément. sais pas si les vrais gens font comme ça, moi j'ai fait comme ça. Bon, ça marche, hein, C'est pas les techniques compliqué. du pauvre, hein, c'est... Bon, Bon, ah, tant t'as que ça moyen de marche, trickser, je franchement. pense. Genre, tu sais, tu le fais crasher une fois, tu regardes ta backtrace, tu mets un pointeur juste à la fonction d'avant. À moins que ce soit fonction A, enfin, si c'est fonction AB, AB, AB dans le call, Et ça bah, je l'ai marche. raté. Si c'est A et B plein de fois, là, ça peut te niquer aussi. Ou sinon, un watch sur une variable qui se fait modifier à ce moment-là. Après, Ouais, en ouais, y a plein soi, de trucs, si. Mais le trick, c'est beau. Le trick, c'est beau quand même. Si Ouais, t'as c'est pas un stack trick, à frame. mon avis, c'est tout le monde fait ça, hein, mais... Ouais, mais en soi, si ta stack frame est encore, est encore en bon état, quoi, je pense que tu peux réussir à restaurer le contexte et rejump dans la stack frame au sein de GDB. Je sais pas s'il y a une commande qui peut faire ça, mais je pense que ça doit être Ouais, possible, mais... quoi. Ah non, bah non, sinon t'as record. Ah bah ouais. Mais il y avait ce truc, on m'a parlé d'un truc qui s'appelait RR, là, qui est fait par Mozilla, où tu peux remonter dans ta Le backtrace, timeless etc. debugger, ouais, t'as C'est soit ça. via LLDB, soit via RR dont j'ai perdu le nom. Mais via GDB, tu peux aussi faire ça, hein. Tant que t'as pas des trucs trop poussés, tu balances un petit record, tu run, et quand t'as un backtrace, tu peux juste dire go précédent. Ok. Et tu peux remonter le flux d'exécution, quoi. Tant que t'as pas des interactions trop hardcore avec le système. Tant que, genre, Ok. tu vois, si t'as un process qui a été compilé en statique, bah, tu fais ce que tu veux, tu fais ta life. Si t'as quelque chose qui va interagir de trop avec le heap ou avec un autre process ou du ptrace ou quoi, c'est archi mort. Ok. C'est archi mort. Ah, mais intéressant ça, j'irai checker à l'occasion. Ça vaut le coup. Bah, c'était surtout pour tu vois, tous les process, notamment GhostScript qui va appeler les trucs en boucle un nombre de fois incalculable. Bah, faire ça, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir le breakpoint qui m'intéresse en fait. Et en parlant de ça, le breakpoint qui nous intéresse, bah, on voit qu'il a appelé même copie, destination, un truc un peu aléatoire, peut-être qu'on le contrôle. Et source, bah, encore dedans, il y a des trucs qu'on Ouais, du peut contrôler garbage. aussi. Donc techniquement, si on contrôle les deux trucs, c'est plutôt sympa parce qu'on peut écrire ce qu'on veut où on veut. Et avec une n à la limite, même s'il y a que 4, là ça fait plus de 256 bytes. C'est déjà bien suffisant pour avoir un exploit intéressant. Et donc, Trou. là on va passer. Donc là, l'idée c'est que, encore une fois, du coup t'as un crash qui est intéressant, tu sais pas trop comment l'utiliser, et là c'est là où j'ai lu la doc. Lire la doc ça aide en général, hein, Ça on voit peut. On voit qu'il y avait un truc qui s'appelait stream, donc on va utiliser ça. On va lire la doc. Et on va faire... Alors attendez, c'est... -GS... Et c'est ZS. Je tente des trucs. Ouais, tu vas voir, c'est ça dans ton article. Et donc là on voit qu'il va nous... C'est beaucoup d'output de debugging, mais c'est pas encore ce qui nous intéresse. Là, tout l'output qui avance c'est uniquement pour setup le GhostScript. Et donc si on... Hop, parce que là, c'est vrai qu'on la faisait, mais aucun moment tu l'as balancé dans du Valgrind. Là, je vois les read, after read process, tout ça, mais à aucun moment tu t'es dit, je vais le balancer dans un. Faut savoir que. Avec du Hassan ou autre. Si, je l'ai compilé avec du Hassan pour débugger, mais les autres crashent parce que celui-là, Hassan me disait pas beaucoup plus d'un truc intéressant. Il me disait juste, bah, t'as sauté un pointeur qui est random.
ça a Ok. l'air exploitable. Où il me disait, bah ça a craché dans l'IPC, je sais pas trop pourquoi. Ouais, clairement là, ça y a Donc pas c'est un beaucoup peu de la valeur limite, ajoutée. je pense, de Hassan. Tout ce qui est Valgrind et tout, j'ai pas. Faut aussi savoir que bon, Ghost Recon, c'est vraiment pas le truc. Je vais pas cracher sur le projet parce qu'honnêtement, je ne pourrais absolument pas faire un truc pareil. Hein, mais je crois qu'il y a juste des flags dans mode debug où tu lances GhostScript avec ce flag là particulier et ça ne démarre pas parce que ça segfault quoi. Ah ouais. Ok. Ah, il y a d'autres frameworks PHP qui font pareil. Hein. Ah ouais, voilà, donc c'est bon. Et donc là, on l'a lancé avec les streams et on voit que bah super, il nous affiche les streams les filtres qu'il a utilisés. Donc si on reprend le fichier de crash, là. Pour répondre à Doraken qui dit en général, il y a un nombre limité d'instructions enregistrées dans les timeless debugger. Donc si ta fonction hit 10 000 fois, pas un bon bail. Très vrai. Un petit détail, c'est que tu peux aussi utiliser un set de checkpoint et lui dire tu vas essayer de snapshotter dès que tu arrives à tel endroit. Donc là, on a pu être un snapshot à chaque entrée de fonction. Et du coup, on a eu que 63 ou 64 snapshots. Et au moment où on crash, on dit ramène-nous le dernier snapshot. Et là, on Ok. sait un petit peu ce qui se passe. Il y a les deux. Après, ça dépend clairement de quel debugger on utilise. Et du plus adapté pour le problème à résoudre. Et donc quand on regarde le mode debug, on s'aperçoit qu'il y a des ASCII 85 en code qu'on retrouve un peu. Donc il y a quand même des trucs qui sont un peu en rapport entre les deux. Et surtout, on voit que c'est là où, quand je savais pas à quoi ça marchait, mais on voit qu'il y a des trucs de NR, NW, donc nombre d'octets lus par rapport à nombre d'octets écrits. Tout se passe bien, on est en dessous de 2048. Là déjà, il y a un petit problème. Et là, il y a un vrai problème. Ah là. oui. Petit Parce souci, que du coup, il est passé de. Il reste à écrire. Il nous reste 126 octets en place pour écrire. Ah, il nous reste 4 millions d'octets plus. Je ne sais pas lire des chiffres aussi grands. un petit underflow. C'est Un une bonne nouvelle. petit overflow sur un uint. Donc plutôt sympa. Overflow Pour moi, c'était. Underflow. Pour moi, là, on a under, donc on est à moins 1, passe donc en... ouais, un underflow, oui. Ouais, J'ai pas trop En soi, c'est théorisé. le même principe, quoi. ouais. En tout Et cas, si on- ça calcule pas bien. Là, il y a un problème dans la calculation, là. Tout à fait. Et après, on peut juste aller regarder les sources plus rapidement, hein, et pour comprendre comment ça marche. Et si je trouve les sources, c'est là. C'est dans bin PSI, il me semble. Je ne sais plus. Ou c'est base, ouais, c'est bon, je me sais. Je me reconnais un peu dans ta prise de notes chaotique. Il y a des répertoires. Vous voyez mes notes, là ? Non, t'inquiète. Ouais, c'est bon. Là, on attend terminal. Le petit coup de stress. Ah, pourquoi t'as le truc Anpalik dans les notes encore? Ah non, il y a rien de palique, mais c'est juste que c'est dégueulasse, quoi. Non, tranquille. Franchement, on a tous les mêmes. Hein. Le premier, note, .readme, note.readme.2, note.rmd. Bah, tout à l'heure, là, quand je cherchais mes exploits et que vous avez vu exploit 1, exploit 2, exploit 3, celui-ci il marche. On l'a tous fait. On le fait tous. Et on le fera De toute tous. façon, vaut mieux avoir des notes, un peu dans le bordel que pas de notes du tout, quoi. Tout à fait. C'est clair. Hop là. Et si on va à la bonne fonction, je fais un peu de fast forward parce que la bonne fonction, ça m'a pris du temps à la trouver. J'imagine. C'est ici. C'est là où je me suis aperçu qu'il y avait des debugs. Donc on voit qu'il y a des if debug 5M qui sont du coup activables que dans la version debug. Et on voit qu'il essaie d'aller écrire des trucs et de lire où il va printer juste quel est le pointeur de fonction qui est appelé, quel est le process qui est appelé, le nombre de pointeurs, le nombre de bits d'octets qui restent à être lus et le nombre d'octets dans la place qui nous reste à écrire. Et c'est là où on voit le problème, c'est qu'ici, il caste en uint un pointeur vers une limite, donc un uint, et il fait moins un pointeur, le pointeur courant. Et donc ce qui se passe, c'est qu'évidemment que cette opération-là a underflow, overflow. Il soustrait. Donc, donc ça underflow et ça repasse en positif plus. C'est ça. Et donc le PR,
le pointeur PR là est devenu plus grand que la limite, donc il est passé juste, on a écrit après la limite, et comme il reprend à chaque fois l'état, bah il va le reprendre à la prochaine écriture, et la prochaine écriture n'est plus capée. La limite, ça, c'est statique, enfin, c'est en dur, quoi. C'est 2048 tout le temps pour chaque stream. Non. Bah en fait si, mais alors c'est un peu plus complexe. L'idée c'est que là le fuzzer a trouvé le bug uniquement parce qu'il réussissait à enchaîner les streams. Ok. Parce qu'en temps normal en fait quand tu fais le... Alors là je vais faire du post-script en live, ça va être horrible. Hein. Let's go. Alors c'est un truc comme ça. Speedrun post-script à 10%. L'idée c'est qu'en gros tu vas déclarer une string. Donc ici la string elle va avoir un état, elle va avoir genre, je sais pas, on va mettre une string de 4 caractères. Hop. Donc là on a 4 caractères dans la string et là il faut réussir à faire un... Donc on va mettre juste, on va prendre le null string qui est parfait. Lui il met juste rien. Il faut juste que je réussisse à l'écrire. C'est un truc comme ça. Donc c'est un dev nul, quoi, genre ça l'écrit nulle part. Si ça l'écrit, mais en gros ça Ok. laisse passer tout le... Ah oui, c'est d'accord. juste pour que tu puisses passer une string, donc dans l'interprétation PostScript, l'objet string, tu puisses le passer en objet file en fait. Ok. C'est dans la doc PostScript, honnêtement c'est pas très intéressant, c'est Mais très t'avais pas long. un bail où quand t'as un slash au début tu définis quelque chose et quand t'as pas le slash tu le calls? C'est que Si, les c'est procédures exactement avec ça. le def. Parce que là du c'est coup ça. tu calls un stream ou tu définis un stream, un null Là stream? je vais définir, là en fait Non, on le class définit. null stream c'est un nom qui est spécifique et où c'est dans le dictionnaire PostScript, donc il sait ce que c'est en fait. C'est comme Ok. si tu disais Ok. un def en Python, tu vois, il sait ce que c'est que le def, et donc là il va pas le reconnaître, c'est pareil là. Ok. Et aussi le fait que ce soit un système de stack, du coup, quand t'as ton POC avec tous les chaînes de filtres, l'input il est à la fin et l'output est au début, du coup. De ce que j'ai compris en tout cas. Tu peux répéter la question? Bah en gros, montre ton POC, Ouais. un de tes POC, peu importe. Pour moi c'est plutôt au début, c'est vraiment comme un code Python, au début t'as toutes les définitions et ensuite à la fin tu calls. Puisque non, est-ce pas celui-là. que ce Pas que vraiment tu celui-là. mets dans ton premier filtre, c'est ce que tu as au début ou genre à la fin, c'est-à-dire rien? En fait, là, ce que fait le crash, c'est vrai qu'on l'a pas, je l'ai peut-être pas expliqué. Hmm. En gros, il va prendre en gros, tout ça, c'est juste, il définit des filtres, jusque-là. Et ensuite, pour l'instant, il a rien fait sur le fichier, c'est juste que ça définit un objet. Et quand tu fais close file, en fait, ce que ça fait, c'est que ça va. L'écriture qui était buffer, ouais, ça va flush. Et donc, toute l'écriture qui était buffer, il va l'exécuter. Et donc, il va prendre MD5 en code. Et il va dire, ok, qu'est-ce qui est écrit dans MD5 au code? Bah, c'est rien. Sauf que le MD5 de rien, bah, en fait, c'est des caractères. Le MD5 d'un truc vide, c'est un truc caractère. Donc il prend ces caractères là, ensuite il le passe au PS string en code, et ensuite il le passe à ASCII en code, et plus plus ces caractères là sont passés dans les streams, dans les filtres différents, plus la taille va commencer à grandir. Et c'est là où tu commences à avoir des trucs intéressants, et surtout tout ce qui va être les LZW dans code, ça va atteindre des caractères qui sont entre guillemets interdits, on verra plus tard. Pour le BCP en code, mais ça va. Ah ouais putain, je commence et donc, à du peine. coup, c'est à l'envers. Ça commence par la fin et ça revient, commence par MD5, ça finit au début. Ok, c'est ça. C'est ouf parce que là, du coup, avec la lecture avant, plus ça, plus l'explication, plus la lecture de l'article, genre je commence à vraiment comprendre ce qu'il fait. C'est juste 1h30 après le début du stream, avec 2 jours de préparation, tout va bien. Ouais, dis-toi, les viewers sont encore plus perdus que toi, donc... Ouais, non mais attends, ils vont voir quand tu vas commencer à parler des BCPE et pourquoi est-ce que ça se passe comme ça va être marrant. Ça va être marrant. Alors, je vais reprendre mes... Je vais reprendre mes notes, là, les vraies notes officielles. De toute façon, maintenant qu'on a montré le crash, je pense que ça peut être sympa de montrer le premier exploit chez toi qui passe le ID et qu'on commence à entamer les limitations. Oh là là, ouais, il y a du... Ok, mais on peut faire ça, mais ça va prendre un peu de temps, quoi. Bah, de toute façon, on va pas essayer de le recréer en stream parce que le temps manquerait, mais commencer à expliquer un peu celui-là. À moins que tu aies eu un autre parcours en tête. Non, ça me va. Non, mais t'as raison, ouais, ça va peut-être être un peu trop long parce que là... Ok. Donc on va partir à partir du splat, donc 0. Non, il y a une question de Chris qui demande qu'est-ce que c'est les parenthèses et le accolade ouvrante fermante au début. Parenthèse, ici, parenthèse, c'est un string. parenthèse, c'est déclaration de string.
Ouais. Donc en gros, si on démarre juste, hop, on va juste te mettre dans GS. Donc en gros, c'est juste, hop, tu vas déclarer une string, et donc quand tu vas aller dans ta stack, tu as la string AAAA, c'est super, et les procédures, c'est ça. En gros, tu vas déclarer une fonction. Donc si je fais... là, c'est encore une fois, c'est du donc là, j'ai déclaré la fonction qui fait 111 add. Donc là, si je fais ça, non, ça marche. Super. Et là, je peux appeler la fonction. Et j'ai raté mon misclick. Du coup, là, on a Et j'ai réussi à déclaré. Du coup, ça J'ai déclare déclaré une la fonction fonction qui a pas de nom, mais qui fait rien. Si, qui a la fonction bla, le nom bla. Non, pas la tienne, mais au début, on a parenthèse ouvrante fermante et braces ouvrante fermante. Donc, C'est on ça. a string vide de rien. C'est une fonction nulle. Non, en fait, tu peux aussi déclarer des fonctions. T'es pas obligé de la déclarer avec un nom, tu peux juste mettre des objets sur la stack qui sont des procédures en fait. Donc Ok. d'imprimer des Ok, c'est une fonctions lambda. vides. C'est ça. Et donc en fait, ce qu'il fait là, c'est que j'ai expliqué qu'il écrivait et à la fin, en fait, il va écrire dans la procédure parce qu'au cas où il y a aussi un cas où la procédure peut prendre de l'input. Ah Donc ouais, tu peux d'accord. passer de Ok. l'input à la procédure et c'est là où il va accepter des datas. Dans l'an, je crois, il y a 3 types. Il y a les strings, les procédures et Ok. les fichiers. Tu peux écrire dans Parce les que, fichiers qui sont en externes. gros, faut que tu obtiennes quelque chose dans lequel tu peux pipe à la fin quelque chose, quoi. C'est ça, tout à Ok. fait. Il faut que tu obtiennes un objet dans lequel tu peux écrire à la fin. Ce qui n'est Ok. pas le cas de beaucoup de... Putain, Et c'est ça, vrai c'est qu'entre le moment purement où t'as lié. Vas-y, Ouais, je vas-y. t'en prie. Entre le moment où t'as ton crash et le moment où tu commences à comprendre pourquoi est-ce que ça crash et comment ça se comporte. Ah, Bah, surtout qu'en plus là c'est un interpréteur, donc il faut que tu connaisses le langage aussi et savoir comment Ouais. marche le langage. Tu vois, qu'est-ce que tu peux faire dans le langage, qu'est-ce que tu peux pas faire dans le langage. Et D'accord, ça ouais. m'a pris beaucoup de temps, ouais. Parce que, est-ce que je peux écrire dans une string, est-ce que je peux pas écrire, est-ce que je peux... Les strings ça va être aussi un fichier ou des trucs comme ça, tu vois, c'est vraiment... Ouais, c'est j'ai un bien peu galéré. un monde à part. Mais au moins, c'est des connaissances que tu auras pour la suite si tu continues à chercher des vues là-dedans. C'est ça. Après, est-ce qu'on veut continuer à rechercher des vues dans GoScript ou est-ce qu'on veut passer sur des targets un peu plus Ouais, c'est sûr, intéressantes c'est sûr. Après, c'est pas perdu, hein, mais c'est toujours marrant. Ouais, la méthode, tu la gardes. Le fait d'aller péter la sandbox plutôt que d'essayer de faire autre chose ou te dire j'ignore la sandbox pour une autre alternative. Ou... En vrai, dans un an pour un autre stream sur le Pwn Browser. Hein. Ouais, ah non. Je ne sais pas. Ok. Et petite type confusion V8 là, hop. Ah, tout à Let's fait. go. Et donc, à la fin, si on regarde l'exploit que j'ai réussi à mettre en place, je vais contrôler. Hein. Oh non, je l'ai plus. Si, c'est bon. Donc là, l'idée, c'est que normalement, on va peut-être le reprendre du début. Donc là, quand on parle GS comme ça, quand on script comme ça, sans rien préciser, évidemment, pour aider les petits développeurs d'applications qui appelleraient GoScript sans savoir, ben on peut pas appeler le device pipe, on peut pas écrire dedans parce qu'il me dit invalid file access, comme quoi il y a la sandbox et donc du coup je ne peux pas exécuter Ok. des commandes. Et donc l'idée c'est qu'on va juste aller chercher notre avec l'exploit que j'ai réussi à mettre en place. Là on espère que ça marche. C'est bon, ça marche. Et bah, Let's go. tu peux enlever le voilà. print ID s'il te plaît? Pog, pog. Pourquoi tu veux que j'enlève le print ID? Non, tu sais, dans le exploit que t'as montré là, tu enlèves le printf shell acquired. Ah oui, Il y a déjà eu des démos de gens qui n'avaient pas de exploit fonctionnel, ils mettaient juste print Ah. shell ou print bash machin. Tu printes le ID là. Ouais, c'est ça. Mais Bah bon, après, là, si clairement, on peut tu peux juste- l'expliquer. On peut juste aller chercher. C'est ça. Ou tu Là, fais une cron qui spawn une calque. Il faut bien le timer, Ouais, la faut calque bien toutes timer les, le toutes les truc. heures. Donc là, si on met la dernière commande en parenthèse, en commentaire, le pourcentage c'est un parenthèse, c'est un commentaire. Donc là, on est juste dans le shell et on peut effectivement faire ce qu'on veut normalement. Donc là, on peut faire. Ah oui, du coup, c'est pas en interactif, ça te le garde open. C'est Mais ça. parce qu'on n'a pas une image, parce que vraiment, on est en local. C'est ça, on est en local. Donc là, normalement, hop, on a bien la fonction. Le résultat qui est Debian. Si je fais stack. Voilà, donc Yes. c'est tout l'idée là, c'est qu'on a réussi à désactiver la sandbox. Donc là, on est Fini. peut-être passé un peu vite du crash au spot final. Ouais, mais Ouais, on va l'exploiter, du coup, hein. cette sandbox, c'est pas au niveau système, genre c'est des checks C'est purement une excellente software, question. quoi.
J'ai pas regardé comment ça marchait, tout ce qui était les navigateurs, etc. Mais Non, j'imagine enfin, que eux, oui. ils mettent en place des segcombs, quoi, concrètement. Donc tu peux pas, même si tu peux, Ou même du si t'as un appel à Apparemment, c'est comme système, ça aussi. même si t'as un appel à système arbitre, enfin, si tu peux appeler système, la sandbox t'empêchera de le faire. Hmm. Là, dans GhostScript, effectivement, la sandbox t'empêche simplement d'écrire dans Pipe ou alors d'aller écrire et lire des fichiers qui sont en dehors d'une certaine waitlist. Mais en soi, si tu arrives à appeler système, il va dire bah vas-y, t'as réussi, Ouais, bravo. t'es trop bas niveau, il y a même plus de C'est ça, check qui est fait. en gros, le check est pas fait à ce niveau-là et donc tu passes quand même. Pas d'hardening, pas de broker, pas de cookies. C'est ça. Et donc, là, l'idée Yes, actuelle c'est du. ça. Excuse-moi. Et- Chris demandait si c'est bien un flag à écraser pour bypass la sandbox. C'est Et oui, tout à fait ça. C'est flag qui est placé. dans la heap. Et je peux c'était dans l'article, je peux retrouver exactement où il était, mais toute l'idée est là, c'est qu'on va essayer d'écraser ce flag là pour le mettre en gros, le flag est à 1 et tu mets 0 à la place, et ensuite dans les appels suivants il va faire ok, bah le flag est à 0, tu fais ce que tu veux. Pour Et une fois c'est qu'il faut pas flag pour flag. tout à fait, faut pas le flag pour flag. Pas mal ça. Allez, C'est ouais. travaillé, c'est travaillé. J'ai fait que des beats toute la journée. Si j'en passe pas un ou deux ce soir, vraiment je me tire une balle après le stream. C'était Et trop donc dur. aussi, je peux montrer exactement où il est. Il me semble que c'est ça. Donc le flag est dans le. En gros, comme c'est un interpréteur, il va passer tout le temps le paramètre à chacune de ses opérations, donc deux opérateurs. Donc print est un opérateur. Il va passer le paramètre contexte, le i contexte p, qui est le contexte présent de l'opérateur de GhostScript, pour pouvoir savoir où il en est. Et donc la sandbox, c'est cet objet-là. Et on voit que c'est à 1 parce que j'ai pas lancé l'exploit. Mais si on run avec l'exploit, normalement, il va pouvoir le mettre à 0. Si je le retrouve. Et donc dans l'exploit, tu vas juste fixer cette valeur à 0, tu vas un peu mettre de la merde dans la structure et faire en sorte que c'est à 0. Alors, l'écriture arbitraire est assez malléable, dans le sens où moi j'écris juste 4 bits que je mets à 0 et je mets à peu près les 2 bits d'avant et les 2 bits d'après je les mets à 0 et c'est tout. On peut écrire juste un bit et aller le mettre à 0. On Ok. peut en écrire plus, faut juste écrire des centaines et des centaines de C'est 0, au mais bit près ou c'est à l'octet à l'octet près, excuse-moi, oui. Ok, octet. Ok. Et donc on va juste IB, on va delete 1. Et donc là si on exécute comme ça, normalement, il est censé dire que c'est bon. On va break sur zprint. Et on voit que là, on a réussi à le mettre à 0, donc c'est bon, on peut exécuter bien ce qu'on veut. Cool. Cool, c'est le cas de le dire. Très cool. On est passé de voici un crash, voici l'exploit. C'est ça. Mais du coup, maintenant, on va pouvoir ouvrir, je pense, le sploit dans un. J'allais dire IDE ou dans Vim, comme tu veux, ce que tu préfères, Ah non, et non, commencer moi, à expliquer un petit peu les différentes parties. Vim, c'est juste pour le Flex. la partie lit, mais ouais, c'est ça le flex. Après, 2.W, 2.Q, c'est tout ce que je connais. Hein. Ok. Donc l'exploit est là, le solve.ps, qui est donc la réponse, j'ai envie de dire. Concrètement, l'exploit, ce qu'il fait, c'est des fonctions. Là, les concat string, etc., c'est juste des fonctions d'utilité. Donc là, il faut un peu penser que, par exemple, dans Je peux te GhostScript. demander de zoomer juste d'un cran, s'il te Ouais, plaît. alors attends, comment Pour on que ce zoome soit là-dedans bien. Tu fais un contrôle plus normalement. Ou un contrôle shift Activating plus. extension, Yes. qu'est-ce que tu m'as fait là? Hacked. Oh, merde. Non, c'est bon Je là, vais faire ça. nickel. Ouais, c'est juste que j'ai. Ok. Ah, il est parti. C'est bon, royal. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah voilà, parfait, là on le voit bien. Et t'as un donc là, faut contrôle bien- B si tu veux cacher les fichiers à gauche. Moi je connais les raccourcis, je connais pas le point, mais je connais les Le raccourcis. shortcut ninja, quoi. Bah, les fichiers à gauche, c'est les sources, hein, donc normalement ça va, y a rien de secret. Ouais, l'exploit ça se compose en, j'ai envie de dire, deux phases. T'as les fonctions utilitaires, parce que PostScript c'est un super langage, donc tu peux pas faire genre A plus B égale AB, ça n'existe pas en PostScript, donc faut que tu le codes. Donc c'est des trucs que j'ai pris sur internet, on va pas se mentir, donc c'est juste, voilà, tu passes... Quand sur la stack il y a A et quand il y a sur la stack il y a la string A puis la string B, tu t'appelles concat string et ça a donné la string AB. Et genre là, Là-
tu essayes de lire en mode bon François les lignes 2 à 7. Ça donne quoi? Genre, on définit. Pour la catastrophe. Alors en plus, ce n'est pas moi qui ai codé ça, donc j'aurais préféré sur une autre fonction, mais très bien. On peut le faire sur une autre fonction, mais l'idée c'est d'essayer de prendre S'il te d'apprendre de la gymnastique mentale qui est nécessaire pour comprendre le exploit et l'améliorer après. Oui, c'est vrai. Allez, on va commencer par ça. Mais Alors, après, ça peut être une autre, hein, si celle-là, elle a des mots qui font peur. Bon, ça va. Donc on met le nom concat-string sur la stack. Ensuite, on commence à déclarer la procédure. Les procédures, c'est exchange, donc on inverse les deux premiers éléments de la stack. Donc là, le nom concat-string et les éléments d'en dessous vont être inversés. On duple le premier élément de la stack, donc dup ça veut dire duplicate, donc si tu as 2 sur la stack, tu vas avoir 2 puis 2 sur la stack, et on calcule on calcule le nombre d'éléments qu'il y a sur la stack, donc si tu as fait 1, 2, 3, 4 et 5, il y a 5 éléments sur la stack, ça te renvoie 5. Attends. Ok, si t'avais 1, tu le doubles, 2 plus 3, en vrai... On s'y est pas bien pris en fait, on va lancer GS et on va faire... Vas-y. On est passé du truc simple à l'exploit direct. Pas un bon point. Attends, je vais mettre le... Ah oui, c'est vrai que si tu peux afficher la stack à chaque fois, ça peut être intéressant de voir. Donc l'idée c'est que tu vas juste mettre... on va mettre concat-string, tu peux mettre n'importe quoi, c'est le nom de ta fonction. Hein. Donc là, tu as le nom concat-string sur la stack. Et donc là, tu peux démarrer ta procédure. Ok. Donc, on va juste redémarrer. Hop là. R, ça reprend la dernière commande. On apprend des choses. What? Ça c'est ZSH. Pareil, faut pas... Pose pas de questions. Attends, mais what? Ah, je crois dans GDB... T'as déjà fait get en majuscule dans ton shell? Non, bah ouais, merci. Je vais éviter les... Caper des commandes que je connais pas. Je sais pas. Ça... Attends, je sais plus, mais j'étais tombé là-dessus en me ratant. Ça fait un espèce de curl. Ça fait un get sur l'URL que tu veux. Ouais, c'est un curl sous les fagots, je sais pas comment dire. Vas-y, s'il y a bord, excuse. Et donc l'idée, exchange, donc là on va afficher la stack, il y a 3, 2, 1, on fait exchange, on refait stack pour comprinter la stack, il est maintenant 2, 3, 1. Allez. Nice. Dup, on affiche, merde, t'as fait une... Bon, c'est pas grave. Dup, c'est un bug bounty ça, non? Tout à fait. Duplicate. Et donc là on voit que dup ça prend le dernièrement les stacks et ça le duplicate, donc on en a 2. Ok. Et je me suis planté. Allô? Parce qu'il prend 2 length. Ah c'est ok, d'accord, je comprends. Je vois quel est le problème. C'était pas la bonne commande. Donc length ça va prendre, ça demande quelle est la longueur de la string qui avance sur la stack. Ah ouais, donc là on a tapé 4. Ok. C'est ça. Ok, ça push sur la stack. C'est ce qu'il me disait, type check, je sais pas, y a pas c'est pas le bon type sur la stack en gros, c'est ce qu'il me disait et il faut lire le message. Donc c'est une fonction qui est définie spécifiquement pour un objet de type string quoi. Tout à fait. Tu peux pas le faire avec ok, ça marche. Bah tu peux pas le faire donc avec des hints parce que visiblement il peut pas. Ok. Fine. Et donc voilà, ensuite la suite, si on continue, c'est tout est 2 index length. J'ai pris cette commande, j'ai pris cette non. fonction. On comprend le fonctionnement GoScript. Après, comment est-ce qu'ils font pour faire la reconcat? Peut-être il y a plus. Bah, on peut prendre les trucs que j'ai fait moi-même en vrai, si vous voulez, qui sont aussi pareil, pas forcément plus compréhensibles que ça. Hello, donc, j'ai fait par exemple leak a string ou un autre qui est bien. String to address. En gros, on a une string donc 0x41 et on veut la passer en AAAA sur la stack. Alors l'idée c'est que cette première ligne là, ça va juste mettre des zéros à gauche parce que sinon GoScript en gros, ce qui se passait, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Vraiment, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Quand on voit 2 0, quand tu lui demandes de passer de par exemple on va dire 41, 4. Toi tu voudrais qu'il lise donc de gauche à droite 41, 41 puis 4. Et lui il va lire contrairement au contraire, il va faire 14, 14 puis 4. Ou l'inverse. C'était l'inverse. Et donc l'idée c'est que tu mets un 0 à gauche. Faut pas des 0. En gros tu le left pad si il est odd. Enfin s'il est un nombre de digits odd. C'est ça, c'est exactement ça que ça fait. Plutôt facile. Ensuite, bon, les filters on les a vus, on les connaît.
ASCII X décode, plutôt simple en Ouais. soi. Donc on prend ce qu'il y a sur la... On met notre 0x string sur la stack, on lui posite, on fait ASCII X décode filter, on déclare une string pour mettre le résultat, et ensuite on lit le filtre, on lit la string, on pop parce que l'élément n'est plus le bon, on reverse le résultat, donc là on obtient notre string, et ensuite on rajoute des zéros parce que quand on va vouloir l'écrire, on veut écrire la totalité du Word. Ah, là, plutôt tu que laisses le- déjà jusqu'à 8. C'est ça. Et attends, là, du coup, nous, on va Oh, s'amuser c'est- à aller exploiter la stack x86, mais on va pas du tout essayer de... X64. C'est x64, ouais, x86 Et underscore même là, ça, c'est la. 64. Mais c'est-à-dire qu'on pourrait s'amuser à taper un buffer overflow en pur stack GhostScript. Genre si on met du Et, pop 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 sans limite, on va finir par unpop des trucs. Ah bah non, ils ont prévu le coup quand même. Oui, non, pour celui-là, oui, mais il y a potentiellement des buffer overflow sur une stack qui est pas celle du processeur. C'est quand même super Tout drôle. à fait, oui. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ça, genre, j'imagine que la stack, elle est dans le tas de GhostScript et qu'elle est stockée je sais pas où. Et puis, bah. Elle est stockée dans la heap de ton Ouais, c'est ça, processus, ouais. D'accord, c'est ça. Et parce qu'il y a la heap GhostScript et il y a la heap aussi qui utilise la heap glibc, quoi. Enfin, l'allocateur du système. Non, c'est la même. Je suis pas sûr de comprendre. En fait, le Mais, locateur en du gros, système va t'allouer une heap, Ouais, mais GhostScript n'a pas de heap en temps. Enfin, il n'a pas d'objet heap. Il va juste se servir de la heap du processus pour pouvoir mettre sa stack, mettre ses différentes stacks et mettre tous les objets dont il a besoin. ok. Mais t'avais pas dit qu'il allouait de gros chunks dans lesquels ensuite il faisait son travail au sein de gros chunks? Bah, c'est exactement ça. Donc là, si on fait si on Ouais, tape ok. notre meilleur Ok. vise, ça va prendre du temps. Bon, on voit qu'il alloue des Ok. énormes chunks dans la stack et tu peux un peu rien en faire, quoi. Bah, Et c'est au sein de ces gros chunks que lui, il a un allocateur custom qu'il va utiliser pour faire ses allocations. C'est ça, exactement. Ok. C'est Et pas donc, un chunks. conséquence de ça, c'est que peu importe l'OS où t'es ou l'allocateur que tu utilises sur le système, bah tu vas pouvoir utiliser le même allocateur et du coup, bah, utiliser les mêmes techniques sur différents OS. Oui, normalement, oui, ça devrait marcher, ouais. Ok. Mais on verra que même au sein d'un même OS, je n'arrive pas à faire fonctionner l'exploit à chaque Ok. fois, donc bon, au final. Encore un petit truc qui a aucun rapport mais qui vient de me faire beaucoup rire. J'étais en train d'essayer d'écrire correctement ton pseudo. Du coup, j'ai regardé le label que t'as mis sur Oh, il y a une Vidéo faute dans mon pseudo. Ouais, un petit peu. Cigarbot. Oh merde. Cigarbot. Me dis pas des choses comme ça. Ah, désolé, on va devoir recommencer. Ah non, Ouais. on annule tout. Ok, on Eh shutdown. Putain, il y a eu 4 heures de préparation et personne m'a dit ça quand même, hein, pas mal. Parce qu'on est tous les deux illettrés. On est focus. L'assembleur, ça va, le reste, Ok, bah j'ai longtemps. t'es caté, je vais puber. Je vais puber. Ok, donc là je suis interrompu. Je ne sais plus quoi dire. On allait partir sur la suite de l'explication du exploit, les différents utils qu'on présente, et ensuite montrer comment il marche dans les grandes lignes, et ensuite on va parler des limitations. Ok. Donc Let's en go. vrai, les utiles, donc on a vu concatstring, on a vu reverse. Il est mort de rire votre steak. Non mais attends, j'ai un petit... Tout ce qui va être les calculate offset, c'est tout simplement pour faire des ajouts, genre on a notre leak à string, donc faut bien penser que j'ai genre 0x41, 41, 41, 41 comme une string. On va passer dans GS. Quand t'as ça sur donc là t'as une string comme ça, et quand tu veux ajouter 1 pour pouvoir faire 41, 41, 41, 42, bah il faut tout que tu repasses, faut que tu passes la string comme un entier, et que tu la repasses ensuite comme une string. Et c'est ce que fait cette partie de bout de code là. Donc il ajoute le 16 croisillon sur il le concate au début de la string. Il passe ça en entier. Il ajoute ce qu'on avait mis juste avant sur l'offset. Et ensuite il le repasse en string. Plutôt facile. Ok. Et le 16 croisillon, c'est pour spécifier que c'est en hexa du coup? Ouais, c'est exactement ça. Ok, c'est ça, ok. Le reste, string to address, c'est pour passer de... ton leak, bah, tu vas l'avoir comme étant des caractères.
genre UVVV, et il faut que tu l'interprètes comme étant faut que tu puisses le sortir Ouais, comme des étant un bytes. 0x. 0x. Donc là c'est tout simplement le U64 de PwnDBG quoi. Ok. Et le reverse, c'est pour l'Engineer, quoi. Où ça? Enfin, le reverse Là? que tu mets, ouais, c'est pour Ouais, c'est l'Engineer, ça, ça. c'est Ok. pour l'INS, ouais, c'est pour avoir les bons bits de devant, quoi, concrètement. Ok. Et ensuite, c'est la même chose. Reverse, c'est un utile ce que t'as codé toi plus haut, c'est pas un built-in. Yes, non, bah non, il n'y a pas reverse en PostScript. Et non. Bien. Quelle aubaine. Ah, mais du coup, c'est pas un ABCD DCBA, c'est un reverse 2 à 2, non? On peut pas voir avec l'exemple que t'as mis. Écoute, ça marche. Non, Blackbox. on va vérifier. Parce Oh là là. on fait bien les choses, sauf marquer bien son pseudo. Aucune place au hasard. Ok, d'accord. C'est votre MISC, on va prendre le solve directement. Hop. Et donc, si on fait A, B, C et qu'on reverse, on a CBA. Donc, non, c'est. Ça répond à ta question? Ouais, du coup, c'est un vrai reverse. C'est pas. Du coup, c'est pas vraiment pour l'Indian NES. L'Indian NES, t'as été ABCD et ce serait CDAB, du coup, une fois que t'as changé l'Indian NES. Je crois que je fais le. Ça marche. Et ça, voilà, on est d'accord, ça marche. Blackbox. Voilà. Ça a Fin du- été fait un jour, Mais- c'est tombé en marche, on n'y touche plus. En soi, si ta chaîne est déjà sur 8 octets, bah du coup, là tu peux swap et c'est ok, non? C'est que si t'avais genre plusieurs groupes de 8 octets où là, faudrait swap par groupe de 8 octets, quoi. Hmm. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vas-y, refais-le. Mais Vas-y. en gros, là, ça marche puisque tu considères que ton input, il est que sur 8 caractères. Mais du coup, bah, si t'avais 16, là, ça aurait pas marché de reverse. Il aurait fallu genre split en deux et reverse chaque partie. Exact, mais sur 8, genre si t'as enfin pour moi si t'as A, B, C, D, quand tu changes les DNS, c'est pas DCBA, ça va plutôt être CD, AB. Bah, ça dépend de la taille de tes mots, quoi. Ouais, t'as raison, ça dépend comment c'est géré la représentation interne. Écoute, ça marche, hein, vraiment. Ça marche. Soit ça marche, soit il y a 2 erreurs qui s'annulent dans le programme. Oui, c'est ça, l'ICAString en fait, c'est donc l'ICAString c'est le U64 et string to address c'est le P64 de Ok. Tools, si vous. Ouais, en simple. Et Vive ensuite, PwnTools. De quoi? Vive PwnTools. Tout à fait. Bah, tu vois, Grave. PwnTools en PostScript si tu te sens. N'hésite Et pas à le faire. pourquoi t'as pas fait genre /U64? Tu peux mettre des nombres dans les noms de fonctions? Ah, j'avoue. Enfin, de procédure. Ah ouais, j'aurais pu faire ça, ouais. Ctrl Shift L, replace all. Oh là, Attends, Oh là, on va faire si des on fait dingueries. ça, Non, potentiellement on va ça va rien niquer casser, les on va rien offsets. casser. Ouais, Ouais, dit que on ça va allait niquer copier les le, on va offsets. copier le. Non, en vrai, ça devrait marcher, mais. on Ouais, va parce quand que même- c'est ça. Ce qu'on parlait tout à l'heure, là, c'est genre si ton input du buffer d'entrée du fichier il est alloué sur le tas, bah du coup ça risque peut-être de décaler, genre de faire foirer. On a dit que d'abord on parlait du exploit et ensuite on parle des limitations. Je Sinon, me tais. on va perdre tout le monde. Ok, et donc le spot, ce qu'il fait en gros, tout simplement, bah, il commence par leak memory pour leaker une adresse de la heap. Donc en gros, le fuzzer m'a un peu trouvé l'exploitation pour moi, où il enseignait les streams, et ça permettait ensuite d'avoir donc ce cas de figure où t'avais. En fait, on n'a pas du tout parlé du bug. Qu'est-ce que c'était que le bug? Donc on va peut-être commencer par ça. Trou, on peut parler des scripts. Vas-y. Tu passes par le code source? Ouais, on va bien comprendre le code source. Ironique. Moi, je regardais ça et j'ai compris en faisant du GDB en vrai. Le bug est là, dans cette partie de code là. Donc là, on passe ça à ChatGPT et normalement il sait. Hein. En vrai, hein. Je vais essayer, il comprendra. Ce serait sympa de faire le test, genre est-ce qu'il y a une lune là-dedans? Vas-y, Bah, tu peux essayer, balance. Balance le code dans le Discord et je vous sors un. Un verdict du grand GPT. C'est ça. Non, j'avais déjà essayé, hein. Non, ça trouve pas. Ah, faut lui parler avec des mots doux. Vas-y. Donc l'idée là du bug, c'est qu'on va lui passer une string qui va devoir traiter. Là, tout le traitement est fait ici, donc c'est plutôt vraiment simple à comprendre. Il va lire la string, donc P étant le caractère où on est. Enfin plutôt SCH c'est le caractère où on est. Il va comparer P au buffer au pointeur de limite, donc end. Et il va commencer à lire la string les caractères un par un. Et à chaque caractère, il va vérifier si on est dans
dans un tableau de caractères escape, dans un tableau de caractères qui sont entre guillemets escaped. Et si c'est le cas, là il essaie juste de faire un. Là j'ai pas trop compris, mais bref. Là il fait juste, il compare P à la limite, donc P le pointeur de limite, le pointeur de lecture, il va le comparer à la limite de lecture. Si c'est égal, il va faire moins pour essayer d'acknowledge pour ça. Et donc si on est bien un caractère escaped, il va écrire CTRL A qui est juste 0x1. Il va l'écrire dans la string résultante. Il va XOR le prochain caractère et il va dire bah j'ai écrit une première fois, donc il va diminuer le pointeur de limite, donc de end, de fin. Et ensuite il va écrire le prochain caractère, donc celui qu'on vient de XOR, il va l'écrire une seconde fois. Et donc là tout le problème vient du fait que si on est au dernier caractère, donc si on est au caractère juste avant la fin du buffer, donc par exemple on a un buffer de 4, et on est le quatrième caractère, c'est un caractère escaped, il va écrire le premier, il va écrire une première fois, il va écrire le CTRL A, mais il va pas repasser par la vérification de la limite, donc il va écrire une seconde fois, et là on va obtenir l'underflow, ou le pointeur de lecture, et le pointeur d'écriture est passé après le pointeur d'écriture ici. Parce que l'underflow se fait dans cette fonction-là, ou c'est ensuite avec les valeurs de P et Q où il y a une soustraction qui est faite, et là du coup ça se fait dans cette fonction-là, et ensuite tu vois ici il remet en fait les pointeurs étaient donnés ici, et il ajuste les pointeurs il ajuste les structures d'avant, les structures de la fonction d'avant en remplaçant les pointeurs. Ok, ça marche. Et donc ici l'overflow est fait. Nice. Alright. Je t'invite à passer ton écran Discord, en tout cas les screens que je t'ai envoyés en screen share. En vrai, il y a une analyse qui semble pas totalement déconnante. Il m'avait donné cette analyse là aussi. Ah ouais. Bah c'est partiel, hein. C'est partiel. Mais déjà le fait d'utiliser, enfin, c'est stylé une fois que tu l'as fait, mais genre les opérateurs, genre étoile plus Q, ça c'est tellement sujet à des erreurs de programmation, quoi. Bah en vrai, ouais. C'est clair. Mais ouais. Mais là, le bug, c'est. Là, en gros, le fixe, ça aurait été qu'il break une fois qu'il capte que c'est la fin, quoi. Même si c'est escape. Ouais, tout à fait. Bah là, c'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils disent avant de checker, ils regardent est-ce qu'on a 2 caractères est-ce qu'on a la place pour mettre 2 caractères de plus ou pas, quoi. Ok. Ah ouais, je dirais correctement l'incrémentation. Incrément. Et du coup, est-ce que ce fixe-là, il fixe vraiment la faille? Bah c'est pas le fixe qu'ils ont fait, je suis assez horrible en C, donc je pourrais pas répondre à ta question. Bah, compile, fuzz et on se revoit dans 2 semaines. ouais, bah oui. Ouais, non, clairement. T'as pas envie de faire du fuzzing sur un projet qui va rapporter 0 et qui aura un impact nul car il est présent nulle part dans le monde? Voilà, Bah tu fais des challenges de CTF au pire là comme ça. Ouais, je leur donne le bon. Ah, j'avoue que ce serait drôle. Le problème que tu donnes ça, ils trouvent pas du tout cette vulnérabilité là. Hein. Ouais. Genre, ah oui, le diff c'était ça, mais j'ai trouvé une vulne autre part en fait, donc c'est bon. Ça va terminer en pawn to one cette histoire. Mais en gros, pour synthétiser un petit peu. Bah en vrai, c'est pas si faux que ça. Ouais, c'est un début d'explication, faut creuser un début plus, de truc. mais c'est un guess éclairé quoi. Donc au final, ChatGPT, meilleur que moi. Meuf, ouais. Tu coûtes quand même vachement moins cher au mois que d'entraîner ChatGPT. C'est vrai. Et ouais, il y a un début de truc, ouais. Ok. Pour synthétiser un peu la vulne, du coup, c'est que quand il capte qu'il y a un caractère qu'on doit échapper, il rajoute son caractère d'échappement, mais sauf qu'en fait, il check pas s'il a assez de place pour mettre ces 2 caractères. Et comme le stream ensuite y suit, bah ça va déborder, et quand tu vas faire sa soustraction pour voir le nombre de doctets qui reste à écrire, ça va underflow, et c'est là qu'ensuite, au prochain stream, il y aura une énorme taille qu'on pourra écrire. C'est ça, mais en fait c'est pas au prochain stream, le truc c'est qu'il faut repasser par ce stream là pour qu'il réutilise ces pointeurs là. Et il y a du statique. Pardon? Il y a du statique pour que ça réutilise ces pointeurs? Ou genre juste c'est un vestige sur la stack qui se fait repousser encore plus loin? Non, bah c'est comme ça que c'est fait en fait, c'est quand tu passes d'un stream à l'autre, il va aller, bah c'est en gros, on explique plus tard, c'est quand tu enchaînes les streams, il va prendre le pointeur
il va passer au stream d'après, Mhm. mais il lui reste encore à lire dans le stream d'avant. Du coup, quand il va revenir, les pointeurs sont En gros, conservés en t'as le fait. stream d'après qui vient vraiment creuser celui d'avant et trigger vraiment le out of, C'est le ça. out of bound. Puisque ce contexte Putain, de t'as dû stream, te casser il le est crâne. propre à l'ensemble de streams ou c'est propre à un stream particulier et le contexte va se filer en fait de stream en stream. Est-ce qu'il y a un state global ou c'est en gros chaque stream va passer son state au prochain? C'est chaque stream passe son state au prochain. Je D'accord, te dis ok, ça ok. à vérifier. Hein. Mais ça me semble logique en soi, puisque comment tu définis ce qui est global et ce qui l'est pas du coup Bah en fait c'est ça, c'est qu'il faut bien penser que chaque stream est initialisé comme une structure complète qui a son propre buffer Ouais. d'écriture, buffer de lecture. C'est ça, d'accord. Et donc le stream d'après, et donc son buffer dans le cas où t'enchaînes des streams, le buffer d'écriture ça existe, le buffer de lecture du prochain en fait. Ok. Et donc l'idée c'est que si Je commence à vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on a de choc sur l'organisation du stream. J'ai vraiment proposé d'inviter quelqu'un qui fait en sorte que les streams se bouffent les uns les autres. oui c'est ça tout à fait. Quelle idée. Ok. Suite Donc, du je sais exploit. Si on repart dans Solve, c'est ici. Yes. Donc on va repartir. Je vais commencer à mettre les breakpoints dans GDB. Là, ça commence à être. On va tirer F. Tu fais pas le set args une fois et ensuite tu fais juste run. Je fais ça une fois. Bah non, je fais ça une fois comme ça. Après tu refais juste run. Et après, je fais juste run en boucle. Ok. Ensuite, j'avais dit. Là, je l'ai mis dans mes notes. Normalement, ça. Je comprends pas pourquoi ça a pas marché pour vous, ça. Hein, mais ok. On avait bien les leaks, les crashs comme ça. Enfin, il fallait recalculer les offsets parce que je pense que la compilation. Bon, soit on n'a pas la même lib, on n'a pas le même. Faudrait que tu nous passes nos binaires ou qu'on essaye d'exécuter tes binaires dans un Docker sur ta machine pour voir si ça crash aussi. Donc là, c'est juste le désastre de l'assembleur de la fonction sWriteBuff que je montrais tout à l'heure, là, qui faisait l'appel à un stream. Et je vais juste retrouver ce call arbitraire qui est là. Et donc là, c'est ce qu'on va pouvoir voir. Donc là, on va juste faire une petite manip pour pas qu'il m'affiche celui-là qui est pas très intéressant. Donc break, if, $RBP différent de ça. Smart. Donc c'est juste qu'on veut pas qu'il nous affiche le stdout write process parce que pour le coup c'est pas très intéressant, c'est la partie où il écrit sur le stdout, on va pas l'exploiter. Donc là non, j'ai réussi, et voilà. Donc là on a directement le bcpe process. Donc là c'est la première fois qu'il passe. Si on prend le pointeur de la structure stream, on voit que tout va bien, pas de problème. Attends, bouge pas, explique un petit peu comme le contenu de cette structure s'il te plaît. Oh là, le contenu de la structure. Ok, je bon, suis en tu vois, partant, dans le s'il te plaît. exploit, on voit que ok, on overflow la structure d'après, donc on essaye d'overflow sans corrompre pour pas que ça crache direct, mais en écrasant quand même un truc d'intéressant. Mais t'as quand même quelques indications. Alors, template, je sais pas trop ce que c'est, ça indique juste la fonction qui va être exécutée. Donc ici le bcpe template. Il me semble que c'est ça. Memory, aucune idée de ce que c'est, mais je m'en sers plus tard pour leaker une mémoire un peu plus proche de la sandbox pour avoir des offsets un peu moins random. Mhm. Report error, encore une fois, je sais pas ce que c'est, j'imagine que c'est l'appel au pointeur de fonction qui va print les erreurs quand on fait n'importe quoi sur le stream. Min left, aucune idée. Error string, je sais pas. Le curseur, c'est plutôt simple, c'est là où je me suis dit que c'était intéressant comme structure, c'est que les curseurs, t'as des curseurs de lecture et des curseurs d'écriture. Quand tu lis ça, tu te doutes bien qu'il va y avoir un truc à faire. Et là, on retrouve le fameux pointeur et limite. Donc le RPTR, c'est où est-ce qu'on en est dans la lecture, et le R limite, c'est au-delà de ça, tu t'arrêtes. Ok. Et pareil pour W, où t'as le RPT, le pointeur d'écriture qui va dire là où tu commences à écrire, et le pointeur de limite d'écriture qui va être là où tu t'arrêtes d'écrire. Ok. Et le cbuff, c'est le contenu de ce que t'envoies, c'est le user input que tu passes. Quand on est sur du POSIX classique, quand on a un fopen, derrière on peut avoir des curseurs en lecture et écriture suivant le mode avec lequel on l'a ouvert. Est-ce que c'est un curseur partagé? Est-ce qu'on a un nombre de curseurs illimité? Tu sais que je sais qu'on peut faire des FSIC pour se mettre un peu où on veut, mais il me semble, je me demande si c'est du
un de chaque ou un seul avec un mode associé? J'ai l'impression que vraiment ils ont pris un paradigme différent. J'ai aucune idée. Ok. Alors là, on m'a posé, ouais, la personne qui a relu l'article m'a posé une question similaire et j'étais genre, je peux pas te répondre, j'en ai aucune idée. Ah bah tiens, il y a Itaro qui a trigger sur le même truc. Ça ressemble un peu à la structure file au niveau du principe. Itaro, si Bah jamais ouais, t'as une idée sur la manière dont c'est géré. N'hésite pas. Là, tout le setup est fait, tu peux venir en stream direct. Let's go. Alors, Invité surprise. Et donc là, plus loin, t'as les trucs proc qui sont les appels aux fonctions. Donc là, si on fait par exemple close, ça va appeler la fonction file close file, plutôt standard. Donc c'est C'est juste intéressant. Hein. des pointeurs de fonctions qu'on peut overwrite comme on veut. Et strm, c'est le stream suivant. Donc là, si on fait p pur, normalement ça marche. Et donc, du coup, en l'état, avec l'overflow qu'on peut trigger, on peut réécrire l'ensemble de la structure. Yes, c'est ce qu'on va voir juste après. Enfin, à mesure que ça crache pas. Je pense que si tu réécris le stream d'après, ça va cracher. Donc là, on voit qu'il appelle les streams de manière côte à côte, on va dire. Enfin, l'un à la suite de l'autre. Et donc là, juxtaposé. quand on en arrive ici, donc là c'est la troisième fois qu'il appelle le BCP process parce qu'il est passé une première fois, il a tout écrit et il pouvait plus écrire jusque là. Il est allé au null stream, il est revenu une première fois et là il y a un petit, il compare juste, il vérifie est-ce qu'on est arrivé à la fin, ok je flush et je repars. Et sur ce flush là, on va voir que là il va commencer à faire n'importe quoi. Donc là si on fait PR il me semble et PW. Ah, ça sent Là bon, déjà hein. on voit qu'il y a un problème, enfin on voit qu'il y a un problème, je suis même pas sûr de ce que j'avance, oui c'est ça. On voit que le pointeur le pointeur d'écriture, il est plus loin que le pointeur de limite, donc on va jamais rencontrer le pointeur de limite. Et donc là on va avoir un petit problème à la prochaine écriture, enfin cette écriture-ci en fait, puisqu'il va jamais rencontrer le pointeur de limite, donc on va pouvoir écrire autant qu'on veut. Ok.